Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Free Speech. Aujourd'hui, nous abordons un certain nombre de questions ayant marqué l'actualité au cours de la semaine écoulée, notamment l'organisation du travail en milieu carcéral. Nous parlerons également des questions de détournement de deniers publics avec le procès de Carlos Adorano qui a connu son épilogue. Dans cette émission, nous allons parler de la suppression de certains médias par la HAC. Nous allons également évoquer les questions de passeport dans l'espace AES, mais aussi l'avènement de Donald Trump pour un second mandat à la tête des États-Unis. Avec moi en studio, deux invités. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Valentin Adiboucha, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce débat. Vous êtes journaliste et analyste politique. Tout à l'heure, nous allons revenir à vous. À ma droite, Arimi Choubadé, journaliste également. Bonjour. Bonjour Valentin, bonjour Adrien, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'accepter. Merci d'accepter notre invitation. Tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Le dernier Conseil des ministres a adopté un décret portant organisation du travail des personnes détenues. Ceci en respect du Code de procédure pénale en vigueur en République du Bénin. Quelle lecture, Arimi Choubadé, faites-vous de cette disposition qui vient d'être adoptée au niveau du Conseil des ministres? Bon, c'est vrai que ces temps-ci, c'est de coutume que le gouvernement demande qu'on le félicite pour avoir fait son travail. C'est une bonne action, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Mais c'est vrai que c'est pas une nouvelle mesure. Depuis toujours, quand vous parcourez les maisons d'arrêt, vous voyez quand même des prisonniers qui s'essayent, ou des détenus qui s'essayent à apprendre des petits trucs. Bon, peut-être que ce n'était pas assez codifié. Donc maintenant, c'est chose faite. On espère qu'il y a, ça rentre dans une politique globale de réinsertion des détenus pour que bon, quelqu'un qui va là-bas, quand il sort, il soit en mesure de dire oui, bon, enfin, je n'ai pas perdu mon temps, j'ai mis le temps à profit pour apprendre quelque chose, pour m'insérer d'une manière ou d'une autre, pour éviter que les gens retournent quelques temps seulement après être sortis. Donc c'est une bonne action. J'espère que, bon, vous savez, j'ai entendu le chef dire au président Yahi, mais quand vous voyez des choses, de temps en temps, il faut m'appeler pour dire oui, c'est bon. Vous voyez, il faut dans cette logique-là. Donc on dit au gouvernement que c'est bon pour avoir fait son travail. Enfin, voilà ce qu'on peut en dire pour le moment. Voilà, Adrien Tchomakou, l'organisation du travail en milieu carcéral, quelle lecture vous en faites? Une très bonne disposition prise par le gouvernement. En réalité, comme vous-même vous le savez, et depuis plusieurs années, l'agence pénitentiaire du Bénin, avec l'appui bien sûr de certaines organisations non gouvernementales, organise au sein du milieu carcéral le travail. Et vous savez, il n'est pas souvent... ce qui est d'ailleurs fréquent, des travaux s'effectuent à l'intérieur de nos prisons, que ce soit au niveau des prisons ou au niveau des maisons d'arrêt. Et vous n'êtes pas sans savoir que plusieurs prisonniers, quand ils quittent la prison, ils sont très nombreux à sortir avec des CQM, c'est-à-dire c'est des formations diplômantes, ou plus souvent en artisanat, où ils obtiennent un diplôme quand ils font par exemple... On ne le souhaite pas s'ils sont condamnés et qu'ils font 2 ans, 3 ans. Le CQM, déjà après 2 ans de formation, vous passez le test et vous êtes admis, vous avez votre diplôme. Qu'ils vous souviennent, qu'ils sont même très nombreux d'ailleurs, ces jeunes élèves qui obtiennent le BPC, et bien qu'ils soient en prison, bien qu'ils soient en milieu carcéral. Et ils sont très nombreux à aussi obtenir le bac. Donc c'est pour dire quoi? Même à l'intérieur de nos prisons, de nos maisons d'arrêt, il y a des formations qui s'observent, il y a des suivis qui s'observent et qui sont souvent mis à l'actif de l'agence pénitentiaire du Bénin. Et maintenant, le gouvernement, à travers ce Conseil des ministres, à travers ce décret, est venu renforcer ce qui existait. Maintenant, il faut dire qu'il y aura d'autres décrets d'application pour spécifier quel genre d'activité, que l'activité soit rémunératrice de revenus ou pas à l'intérieur de prison, quel genre de formation doit se dérouler à l'intérieur et à l'extérieur de nos prisons et comment ça va se passer. Vous savez, moi, il y a souvent coutume de dire, et qui m'en excuse, d'ailleurs, nous sommes tous des prisonniers ambulants,
tout Béninois est prisonnier ambulant, ça il faut le dire. Et je disais tantôt que j'ai coutume de souligner que les prisonniers qui peut-être n'ont jamais souhaité se retrouver dans les liens de la justice. Est-ce que quelqu'un souhaite ça? Écoutez, ils sont nourris par le peuple béninois, ils sont nourris par le gouvernement béninois. Mais faudrait-il qu'après ce séjour carcéral, qu'ils reviennent et qu'ils, s'ils n'avaient pas, par exemple, appris un métier, qu'ils reviennent et reprendre peut-être ce pourquoi ils sont poursuivis. Je pense quand même que c'est dans cette optique que le gouvernement a dit qu'il faille quand même réorganiser le secteur carcéral. Il faut que désormais ceux-là qui n'ont pas une activité digne du nom, qui n'ont pas appris un métier, en réalité, il faut le souligner, il y a une très grande différence entre ce que le gouvernement entend faire que ce qu'on n'entend pas travaux forcés. Parce que les travaux forcés, c'est du ressort des autorités compétentes judiciaires et encore que avec le nouveau code pénal que nous avons maintenant, tout est réglementé. Donc je pense quand même que c'est une très bonne chose, un acte salutaire, un acte qui va permettre à ces milliers de cybercriminels qui, une fois vont sortir de nos prisons, vont sortir peut-être avec un diplôme et qui peut-être seront appuyés, accompagnés par le gouvernement béninois afin qu'ils puissent aller ouvrir leur centre de formation, qu'ils puissent avoir un capital pour entreprendre quelque chose. Parce que rien ne sert d'avoir les diplômes pour que les diplômes dorment sous je ne sais où, que les diplômes soient à la maison. Il faut exercer ce qu'on a appris. Il faut exercer ce pourquoi on a été formé. Reste à savoir comment cette organisation des travaux à l'intérieur et à l'extérieur de nos prisons vont se dérouler. Voilà, Arimi Choubade, tout à l'heure, vous avez dit que cela se faisait mais de manière embryonnaire. Qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle disposition au niveau du gouvernement? Non, nous n'allons pas dire que c'est parce qu'on a pris un décret que la vie des Béninois a changé. J'ai entendu mon ami parler de cybercriminels, parler du travail en général. Ce n'est pas l'organisation du travail en général. C'est trouver un cadre juridique pour l'insertion des détenus. Ça s'arrête à ça, à cette catégorie-là. Ce n'est pas le décret qui va transformer le secteur de l'emploi au Bénin. Le chômage des jeunes, ça c'est endémique, c'est un autre problème. C'est des problèmes de politique publique qui ne fonctionnent pas ou qui sont mal élaborés ou d'autres conjonctures. Mais le décret peut pousser à injecter plus d'argent dans ce domaine-là? Oui, oui. Puisque ça existait déjà, vous avez dit. Oui. Ici, on parle de formation. Ce n'est pas déjà l'emploi. Sinon, on a des universités qui fabriquent chaque année des milliers de diplômés. Donc ça, c'est pas nouveau. Mais pour une population en milieu carcéral, on veut essayer de faire en sorte qu'ils ne perdent pas du temps ou qu'ils ne deviennent pas encore plus dangereux une fois au contact avec le milieu du crime, de la délinquance, parfois du grand banditisme. Ils vont là-bas pour apprendre à être plus nocifs pour la société. Et désormais, ils peuvent, ceux qui ont la volonté, peuvent trouver le moyen de poursuivre leurs études, d'apprendre un métier et se projeter sur le futur. C'est qu'une fois sorti, bon, enfin, l'emploi n'est pas déjà là garanti. Il faut se battre encore pour entrer dans la dynamique sociale qui est en cours pour se trouver sa place. C'est sûr que en ayant acquis de nouvelles connaissances, surtout professionnelles, et à leur sortie, vous rentrez dans la dynamique sociale, vous avez plus de chances certainement de vous en sortir. Mais la prise de ce décret seul ne peut pas régler un problème. Si ça s'insère dans un programme, dans une politique publique adaptée, oui, on aura les résultats, mais si ceux qui sont dehors ne sont pas encore sortis de l'auberge, je me demande même si vous restez en prison, que vous cumulez les diplômes, ceux qui vous attendent dehors, vous le savez. Très bien. Autrement dit, il faut encore, Adrien Tchomakou, qu'à côté de ce décret, il y a des dispositions qui soient prises pour que peut-être dans 2, 3, 4 ans, lorsque le détenu va sortir de prison, il y ait une politique d'insertion professionnelle. Monsieur Valentin, il faut noter que d'abord, un détenu, quelqu'un qui peut-être il vit dans un désespoir total,
du moment où on lui donne la chance de se faire former, je pense que ça contribue d'une manière ou d'une autre à son épanouissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se sent davantage à l'aise. C'est vrai, le milieu carcéral, mais du moment où on le met davantage en contact de quelqu'un, où on le travaille, on le sensibilise, on l'amène à connaître quelque chose qui constitue une plus-value pour lui-même dans le futur, je pense que c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut souligner, c'est quoi? C'est que, d'abord, le gouvernement doit prendre en compte ceci, c'est quoi? Premièrement, les gens n'auront pas, c'est-à-dire les détenus qui seront formés, on mettra à leur disposition les matériels adéquats, c'est-à-dire on les mettra à leur disposition ces matériels de façon gratuite. C'est des gens qui n'auront pas à payer un taux forfaitaire d'apprentissage, mais qui seront néanmoins formés. C'est des gens qui auront les matériels, tout ce qu'il faut pour qu'ils soient bien suivis tout au long de cette formation. C'est vrai, il y a des formations qui ne durent que 6 mois, il y en a qui durent 3 mois, il y a des formations d'1 an, de 2 ans, pourquoi pas de 3 ans. Écoutez, tout est catégorisé suivant, en réalité, la vie carcérale de X ou Y. Puisque quand l'intéressé est condamné, par exemple, s'il est condamné à 3 ans de prison, alors il peut se faire former, il peut apprendre un métier s'il a bien sûr les aptitudes requises. Il peut apprendre, peut recevoir une formation de 2 ans. Mais Arimi Choubadé disait tout à l'heure qu'il y a aussi, après la formation, l'insertion professionnelle. Non, en réalité, ce que M. Arimi est en train de dire, lui, il est en train de généraliser ce qui se passe au Bénin. Mais nous sommes dans un cas spécifique où nous parlons de la vie carcérale. Nous parlons de la formation en milieu carcéral. Et là, vous convenez avec moi que quelqu'un qui n'a pas appris un métier, pour qu'il ne perde pas son temps, pour que inutilement il ne passe pas 2 ans, 3 ans, écoutez, s'il n'avait reçu aucune formation, il faut quand même l'occuper autrement. Donc je pense quand même que du fait qu'il soit autrement occupé positivement et qu'il obtienne un diplôme, un parchemin, c'est une très bonne chose. À la sortie, pourquoi pas, il peut formuler la demande auprès des structures étatiques compétentes pour avoir un appui financier, un prêt, ne serait-ce que pour s'insérer. Pour se prendre en charge, pour être autonome, pour entreprendre quelque chose. Donc je pense quand même que c'est relatif, ce que M. Arimi Choubadé est en train de dire. Il comprend correctement ce qui est, mais il est en train de généraliser sur la base de ce que nous vivons actuellement en République du Bénin. Alors, Arimi Choubadé, il y a la notion obligatoire de ce travail-là. Pensez-vous qu'il peut arriver à un détenu de refuser d'apprendre un métier? Non, on a dit que l'école est obligatoire. Et pourtant, vous avez des enfants qui traînent dans nos marchés tout le temps. Il faudrait que l'État se donne les moyens de sa politique. Si les cadres, les centres d'accueil sont disponibles pour ces genres d'exercices, bon, il n'y a pas de quoi que... Peut-être qu'il y a des cas où il y aura moins de... Parce qu'il faut quand même que la formation, en fait, convienne à celui qui veut, ne soit pas dans un système d'esclavage. Hein, il faudrait quand même que celui qu'on veut former ait la volonté de participer à la formation en question, ou qu'il ait le choix entre plusieurs formations, en fonction lui-même de ses aspirations, de ses aptitudes, on pourra l'insérer. Et puis, non, il faudrait qu'on mette en place le programme. Hein. Oui, un test est sorti, même la sortie du test, vous savez que c'est intervenu parce que le gouvernement a sorti une autre réglementation sur les droits de visite et tout. On a inséré ça dedans pour montrer que, bon, enfin, voilà. Donc, on veut être convaincu qu'il existe vraiment un programme d'insertion pour les personnes en milieu carcéral et avec des programmes pertinents. Je ne vais pas décréter que nous allons former les gens dans les insérer pour que cela soit réalisé du jour au lendemain. Il faudrait qu'on ait réfléchi à l'avance, parce que chez nous, ce n'est pas évident. On pose les actes, puis après, on ne pas dit comment ça va se faire. Là, maintenant, on veut voir très clairement qu'est-ce qui va être proposé aux détenus, à ceux qui sont dans ce milieu-là. Est-ce qu'ils veulent apprendre quelque chose?
quelle est la panoplie de formation qu'on leur offre en fonction. Vous voyez, il y a la notion de peine, par exemple. Si quelqu'un il a une peine de 2 ans, 3 ans, alors que la formation qui lui plaît, c'est plus que ça, comment ça va se gérer? Et voilà. Et quand il finit sa formation, quelle est la garantie qu'il a à sa sortie? Parce que n'oubliez pas, il y a plein de jeunes qui ne sont pas en prison, qui n'ont même pas de formation, qui n'ont même pas d'opportunité. Et ça dit que c'est une prime à ceux qui vont en prison. On s'occupe d'eux, on les forme, à la fin on leur donne des prêts pour aller commencer une vie, alors que ceux qui ne sont jamais mis en conflit avec la loi sont dans les rues, sans formation, sans financement. Et donc il faut régler tout ça. Hein, je veux bien voir. Il y a pas de flou autour. Oui, je veux bien voir comment tout ça va se gérer. C'est vrai, il y a l'intention qui est là, il y a les professions de foi qui sont en train d'être faites, mais il faudrait quand même que le programme soit connu. Hein? C'est pour on connaît le programme, on connaît les dispositions qui ont été prises, et au bout du jour, on apprécie. Parce que là, il y a déjà beaucoup de problèmes pour ceux qui ne sont pas en milieu carcéral et qui sont des Béninois, qui sont peut-être plus militants parce qu'eux ne sont pas des délinquants, entre griffes. Et donc, on doit aussi à la protection de la solidarité. Ils ont besoin de la solidarité nationale qui leur vienne en aide pour former ceux qui ont peut-être des diplômes académiques et qui n'ont pas pu avoir une formation professionnelle concrète, qui eux-mêmes puissent avoir accès à des programmes. Il faut penser à cela. Déjà, je ne dirais pas avant de penser à ceux qui sont en situation de détention, mais quand même, on ne peut pas dire oui, c'est seulement un programme réservé à ceux qui vont... vous savez, et puis on a commencé par parler des... comment vous appelez des cybercriminels. Parmi eux, il y a des professionnels, des gens qui ont appris des métiers, qui exercent le métier. De grands informaticiens. Voilà, et qui ont décidé de mettre leur science au service du mal ou au service de la délinquance. Alors, bon, tous ces messieurs-là, il faut trouver la formule. Et puis, il n'y a pas que... Enfin, ce que je fais, ce que je sais sur un détenu, c'est pas seulement que là... Et ces gens de formation, c'est pas seulement leur apprendre le métier. Parce que c'est des gens qui ont des problèmes psychologiques déjà. Le fait même de franchir le Rubicon, se retrouver en prison. Donc, il faut tout un accompagnement pour ces messieurs-là, pour que à leur sortie, ils soient bien accueillis. Déjà, trouver la formule pour que la société les accepte. Vous savez très bien que quand les gens vont là-bas, dehors, c'est toute une histoire. Le papa qui ne veut plus vous voir, votre femme qui ramasse ses affaires, qui s'en vont, les enfants qui sont dans la délinquance, et on s'occupe du papa en prison, on s'occupe de sa formation. Et puis, l'insertion, c'est aussi ça. L'insertion, c'est de pouvoir retrouver sa vie normale, et après, de pouvoir s'insérer dans la société. Et voilà, donc je trouve quand même que, bon, le décret, pour moi, c'est déjà très léger. Hein? Quand même, c'est de l'ordre normal des prérogatives du gouvernement. On en félicite pour ça. Je ne sais pas s'ils veulent encore des fleurs, on va leur ajouter davantage. Mais bon, ça s'arrête là. Mais on parle déjà de la surpopulation carcérale, Tchomakou. Est-ce qu'avec cette surpopulation carcérale, il y aura suffisamment de moyens pour permettre à chaque détenu qu'il désirerait, encore qu'ici on parle d'une notion un peu d'obligatoire, est-ce qu'il y aurait une possibilité pour le détenu de faire une formation, parce que là, les conditions de vie déjà en prison ne sont pas des meilleures. Est-ce que l'État pourra gérer tout ça? D'abord, il faut comprendre quelque chose. Vous savez, je ne suis pas en train de vouloir répondre à mon grand frère Rémi Tchoubade, mais on est dans un débat libre. Je voudrais lui expliquer que le gouvernement a un calendrier, a un programme qu'il est en train de dérouler. Vous savez... Mais par rapport au décret, tout n'est pas encore clair. Tout n'est pas encore clair, mais on a déjà une idée large de comment les choses vont se passer. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Au même moment, si vous suivez très bien l'actualité, au même moment que le gouvernement a lancé cette politique de formation carcérale, le gouvernement a lancé automatiquement une cohorte, une tranche de formation pour un total de 2300 jeunes. On veut les former gratuitement et leur donner le diplôme CQM. Et c'est des jeunes qui vivent sur tout l'étendue du territoire national. Il y a une plateforme d'inscription, l'inscription qui est ouverte, qui a démarré depuis le 27 janvier et qui prendra fin le 28 février.
pendant un mois. Autrement dit, Arimi Choubadé, c'est en réponse à ce que vous avez dit. On s'occupe en même temps de ceux qui sont dehors que de ceux qui sont à l'intérieur. Au même moment que le gouvernement est en train de vouloir prendre en charge autrement en matière de formation, ceux qui sont en milieu carcéral, les pensionnaires, ceux qui sont en milieu carcéral, le gouvernement prend également en charge des jeunes qui n'ont pas encore cette chance, cette opportunité de se faire former pour avoir un diplôme. Voilà. Arimi Choubadé, on va rapidement réagir sur ça et on va boucler cette... Non, je ne veux pas réagir à ça. Et là, je pense que c'est une très bonne initiative, c'est que le gouvernement a un plan, un calendrier, un programme qu'il est en train de dérouler. Vivement que l'accompagnement suit. Une chose est claire, c'est-à-dire de façon globale, nous pouvons affirmer sans nous tromper que ceux qui sont en milieu carcéral, c'est-à-dire les pensionnaires, par exemple, seront en intégralité pris en charge. Ce ne serait pas seulement les frais d'inscription, ni les matériels adéquats à utiliser, ou du moins ce qu'ils vont manger quotidiennement. Qui fera défaut. Qui fera défaut. Mais ceux qui sont libres de leur mouvement comme moi, même si moi, j'ai un job en venant parler ici, par exemple, c'est-à-dire, toutefois, ils sont exemptés, épargnés de leurs frais de formation. Il y aura d'autres avantages pour eux. J'ai lu le communiqué, il y a la plateforme qui est là, vous pouvez aller là-dessus pour voir les conditions d'amélioration, mais toutefois, du fait que vous êtes libre de votre mouvement, il faut quand même que vous-même, vous vous prenez en charge en vous donnant à manger. Voilà. Je pense que tout en passant, donc, oui, le gouvernement fait un progrès. A fait un grand progrès, un pas de géant, et je dis bravo au gouvernement. Une réaction? Non, je ne veux pas discuter sur ça, parce qu'il parle du futur. Donc, on ne va pas faire le fa ici pour savoir si ça va marcher ou pas. Ce qu'il dit, oui, ça va. Bon, alors qu'on est en République depuis 1960, c'est maintenant qu'on veut former les jeunes. 2000 encore, je suis combien? Mieux vaut tard que jamais. Non, moi, je ne suis pas un philosophe, chef. Hein, je dis ce que je vois. Donc, je dis, on ne veut pas faire le fa ici pour savoir si le programme va marcher ou pas. Encore on constate. Les résultats de PAFON sont tirés à gauche et à droite. Je constate justement. Il est dans le futur, donc on lui souhaite que ça marche. Voilà. Donc, on ne dit pas que nous sommes des oiseaux de mauvais augure et que c'est notre bouche qui a gâté l'affaire. Voilà, on estime, on espère que toutes les réserves qui ont été émises ici seront véritablement prises en compte dans les décrets d'application pour permettre que ce projet, tel qu'appliqué dans d'autres pays, puisse porter des fruits, tels que le souhaite notre confrère Tchomakou, afin que ceux qui sortent des milieux carcéraux puissent être des êtres utiles pour la société. Autre préoccupation dans cette émission, depuis le 22 janvier 2025, on a constaté un communiqué qui fait état du transport de charbon. Les particuliers ne pourront donc prendre pas plus que 2 sacs. Vous revenez certainement de l'intérieur du pays. Pour désormais transporter le charbon, il y a des conditions. Arimi Choubadé, est-ce que dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, la prise de cette décision en janvier est la bienvenue? Bon, enfin, certainement qu'il y a des raisons qui sont à l'origine de tout ça, parce qu'on a fait, il faut préserver l'environnement, il y a plein de programmes sur ce genre d'activités. Mais ce qu'on remarque tout simplement dans cette mesure, on sent que c'est souvent pris dans des conditions précipitées. Moi, je suis venu d'Abomey, j'ai vu des tracasseries avec les forces de l'ordre prises, avec des gens qui ont sur leur vélo, dans la voiture, des voitures qui sont garées, des camions et tout. Et je me suis dit, bon, comme nous sommes dans notre pays, il n'y a pas d'affrontement, il n'y a pas d'enjeu majeur. Hein, tous les acteurs peuvent convenir de comment mettre en œuvre des mesures pour préserver l'environnement, surtout que je sais que dans le temps, il y avait même des programmes où on fait des plantations pour pouvoir exploiter, pour faire soit du bois, soit du charbon. Alors, où est-ce qu'ils en sont? On a connu les programmes de reboisement, on avait connu des institutions qui existaient pour lutter contre... il y a eu la lutte contre la désertification. Mais tout ça là a été arrêté à un moment donné. Maintenant, quelle est la nature de la menace? Parce que c'est une menace, ça concerne tout le monde. On devrait s'y mettre tous. Il y a par exemple
l'usage du gaz, hein, qui devait progressivement remplacer. Et puis beaucoup de ménages, surtout dans les grandes villes aujourd'hui, ont choisi le gaz comme combustion domestique et ne s'adonnent plus à... Mais là encore, le prix du gaz ne s'est pas amélioré. Oui, on aurait pu agir sur exactement, on aurait pu promouvoir davantage l'usage de ce produit-là, le rendre disponible, abordable, comme d'autres pays le font. Dans la sous-région, nous sommes l'un des pays où le prix du gaz est assez élevé, enfin, relativement par rapport à nos voisins. Et donc, je crois qu'on aurait pu mieux aborder cette question que de soumettre la population aux tracasseries que nous observons. Parce que les agents vous disent, oui, on doit donner l'ordre, la décision est sortie et nous sommes obligés de l'appliquer. On arrête des gens qui ont des sacs, on décharge. Vous allez voir des postes de contrôle, des tas de sacs de charbon. Hein? Alors que déjà, on connaît la situation économique. Oui, on ne va pas prendre prétexte sur ça pour laisser les gens continuer. Mais vous savez très bien que, par exemple, la culture du coton, l'usage des produits, tout ça là, ça participe à dégrader davantage l'environnement. Donc c'est une lutte globale. On ne va pas juste prendre un pan et dire que oui, c'est les producteurs ou les consommateurs de charbon qui font peser et les autres acteurs qui doivent contribuer à la lutte pour la préservation de notre environnement et ne participent pas. Hein, que certains profitent et que ça a été même au niveau mondial, ça a été même un combat de tous les jours parce que les pays industrialisés produisent beaucoup de déchets, ils ont des usines qui produisent des gaz nocifs dans l'environnement et tout, qui créent des dommages à tout le monde. Mais c'est les pays pauvres qui n'arrivent pas à faire ça, c'est sûr qu'on met la pression, justement pour lutter contre l'usage du charbon. Et puis ça retombe sur les plus pauvres. Donc on aurait pu trouver une formule plus globale pour que chacun se dise nous allons faire la lutte ensemble, plutôt que ces mesures qui sortent comme des mesures de répression ou de rétorsion. Et on saute du jour au lendemain sur les populations, surtout les plus démunies, parce que ceux qui sont dans les grandes villes utilisent déjà le gaz. Cette activité, c'est beaucoup plus dans les campagnes qu'on produit le charbon. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui font le mélange des deux. Tout à fait. Et qui l'utilisent et tout. Donc, on peut amener progressivement. De toute façon, on a évolué dans cette lutte. Avant, il n'y avait pas de gaz du tout. Aujourd'hui, il y en a partout. Hein. Plusieurs compagnies font du gaz aujourd'hui. On peut les encourager. Je ne sais pas quelle ménage. Mais si on met tout le monde ensemble, peut-être que, bon, on ne va pas assister. J'espère qu'il n'y aura pas, d'ici là, des drames encore autour de la répression de cette histoire-là. Puisque finalement, c'est l'agent qui décide. Il peut vous laisser partir comme il peut vous arrêter. Parce qu'on a dit, pas plus que de 2. Là encore, il faut avoir une autorisation. Ouais, quel est le volume du sac? Il faut payer. Quelle est la quantité? Quel est le poids? Vous voyez, c'est de l'arbitraire. C'est l'agent qui décide. Vous pouvez dire, bon, vous payez, comme vous dites. Et puis, il vous laisse partir. Vous ne payez pas, il vous garde. Et quand on stocke le charbon, là, quelle est la destination finale après? Puis ça ne retourne pas, ça ne devient pas encore le bois. C'est déjà gâté, c'est déjà le charbon qui est là. Quel est qu'est-ce qu'on va faire? On va brûler ou on va jeter? Enfin, je crois on va observer encore. On a vu ce qui s'est passé avec le port du casque. Ça a pris, les gens commencent à porter des casques. Mais dans certaines localités, ce n'est pas encore le cas. Je crois qu'on peut y aller autrement que par la brutalité. Adrien Tchomakou, un cadeau qui tombe comme ça en janvier, les eaux et forêts qui reviennent en force sur cette question de transport du charbon, de l'usage du charbon par les ménages. Adrien Tchomakou. Non, ce n'est pas seulement les forestiers qui doivent relever ce défi et de mettre en application la note circulaire du ministre du cadre de vie des transports, mais c'est aussi les policiers, les forces de l'ordre en général. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? Cette décision, elle est d'abord, avant et après tout, une très bonne décision, une décision salutaire. Finalement, tout est bon chez vous. Écoutez, tout n'est pas bon, mais celle-ci, elle est bonne. Pourquoi? Elle est bonne d'autant plus que ça contribue d'une manière ou d'une autre à la préservation de notre écosystème. Vous, si vous faites un tour dans le département des collines, le doyen Choubadé a évoqué une question tout à l'heure. Les pesticides qu'on utilise dans les champs de coton,
font suffisamment de dégâts. À côté de ça, vous ne vous attaquez qu'au charbon. Monsieur Valentin, vous savez, c'est une question de priorité. On ne peut pas tout régler au même moment. Ça, c'est clair, c'est la loi de la nature. Vous ne pouvez pas régler tout au même moment. Il faut aller doucement, doucement, pas à pas. Écoutez, si le gouvernement opte aujourd'hui à préserver notre écosystème, si vous faites un tour dans le département du Zou, dans le département des Colis, écoutez, vous verrez que effectivement, il y a ce que nous appelons la destruction sauvage de nos forêts. Ah oui, même des forêts sacrées aujourd'hui sont perpétrées par des individus. Et tout ça, c'est pour transformer le bois en charbon. Il y a l'abus. Donc, il faut quand même, à un moment donné, marquer un arrêt, réfléchir et chercher les voies et moyens pour contrer, pour freiner un peu la destruction en cours. En cherchant les voies et moyens, il faut faire payer les gens. Et oui, il y a ce qu'on entend par l'économie verte. L'économie verte, c'est ça ce que beaucoup ne comprennent pas. Quand on parle de l'économie verte, il faut que le gouvernement passe aussi par tous les moyens pour que dans ce secteur, qu'est-ce que le gouvernement gagne concrètement? Et que fait-on de la souffrance des populations? La population souffre, c'est vous qui le dites. Moi, je ne constate pas la souffrance de la population. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'il n'y ait pas une répression sauvage de la part des forces de l'ordre. Il faut qu'il y ait une répression du genre sensibilisation. C'est vrai, les tests disent quoi? Il faut maintenant que nous puissions payer 600 et quelques ou 700 et quelques selon le cas, selon s'il s'agit d'un sphère de bois de feu ou d'un sac de charbon. Mais si les gens estiment qu'ils ne sont pas encore informés, qu'ils ne sont pas imprégnés de ce décret, de cette note circulaire, c'est le moment plus que jamais d'inviter les autorités compétentes à les informer, à sensibiliser davantage le peuple béninois. Moi, j'estime, d'abord, c'est une très bonne décision, mais cette décision, même si elle doit être de façon automatique mise en œuvre, ça ne doit pas être tel que ça se met en œuvre. Il faut d'abord un moratoire, il faut un temps de sensibilisation, il faut un temps pour que les gens comprennent l'importance de la dite décision. C'est de ça qu'il est question. Voilà, il paraît que c'est un arrêté ministériel de 2009 qui a été toiletté et remis en circulation. Arimi Choubadé, dans tout ce qui se dit, où place-t-on la souffrance des populations? Non. Et ce sont les populations qui font nourrir les autorités dont vous parlez, qui prennent les décisions. Ce n'est pas cet âge, ce n'est pas leur travail qu'eux, ils ont les voitures, ils ont les bureaux dans lesquels ils prennent les décisions, sans même, ils font comme si ceux-là ne méritent pas d'être pris en compte dans les politiques publiques. C'est tout le problème. C'est-à-dire on prend les décisions, on est d'accord, mais on tient compte également de ces populations-là. Et puis, moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, on a laissé tomber tout ça. Parce qu'au début, lui, la loi sur l'environnement, ça date de plusieurs décennies. Il y a eu des avancées, même pour faire des constructions, il faut obtenir des documents de la part du ministère des cadres de vie, avant de, etc. Et puis, on avait quand même, et puis il y avait des organismes, il y avait l'agent de l'environnement, je crois qu'il y avait le PACIP, qu'animait Martin Assagua? Non, celui qui est au niveau de la corruption aujourd'hui. Oui, Martin Assagua. Non, pas Assagua. Non, pas de bâtonnier Migan. Non, celui qui est aujourd'hui en charge de l'audit de la liste électorale. Ah, Jean-Baptiste Elias. Voilà, Jean-Baptiste Elias, qui était très actif. On le voyait partout, dans toutes les communes, avec le PACIP. À un moment donné, le gouvernement Benoît, je crois que le financement initial était fini. Le gouvernement doit accompagner, on les a délogés dans l'enceinte du ministère de cadre de vie, je ne sais pas ce que c'est devenu. Et donc, toutes ces associations-là, il y a eu ceux qui s'occupaient des zones humides, de l'aménagement des zones humides. Il y avait eu beaucoup de programmes
sur l'écosystème. Mais tout ça a été abandonné à un moment donné. Parce qu'il y a eu des lobbies, il ne faut pas qu'on se cache la vérité. Ça gênait pour emblaver les superficies, pour faire du coton. Voilà, puisque le coton est très jaloux. Il ne supporte plus aucune essence dans son environnement. Vous prenez une zone comme Banikora, où avant vous avez des arbres multiséculaires. Vous avez du kapok, vous avez du néré, vous avez plein de trucs qui étaient avec les populations, on savait, pour faire le qualité, etc. Mais tout ça, on a dû enlever pour laisser la place au coton. Même les herbes, il y a les herbicides, vous connaissez toute la bataille autour du glyphosate. Donc, ces lobbies-là ont pu faire échec à tous les organismes qui étaient dans cette lutte-là. Subitement, on se dit donc que c'est le charbon. C'est-à-dire que pour préserver l'écosystème, ça peut être des mesures éparses au coup par coup. Ça doit être une politique d'ensemble. On doit évaluer tout le dégât que la production du coton. Et parallèlement à ça, mais, écoutez, quand vous circulez, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez des zones pratiquement hostiles. Vous avez des arbres qui poussent, vous avez des... Et il n'y a pas... Et en période de sécheresse, nos paysans n'arrivent pas à exploiter. Parce qu'il n'y a pas d'eau. On aurait pu faire des périmètres irrigués et tout ça pour donner de la vie à ces milieux, pour ne pas qu'ils se concentrent exclusivement sur les zones forestières. Et même les forêts sacrées. C'est-à-dire, même dans l'ancien temps, nous avions trouvé qu'il fallait protéger c'est pour ça qu'on dépose des fétiches. À l'entrée de la forêt. Pour empêcher les gens de rentrer. C'était ça la forêt sacrée. Mais bon, ces temples aussi ont été abandonnés parce qu'il n'y a pas eu de... vous savez, la vie a beaucoup évolué, les pratiques également, les mœurs. Et donc, je me demande si c'est seulement le charbon qui va sauver l'écosystème. C'est le charbon. Et pourquoi on ne parle pas de bois de feu? Ouais, parce qu'il y a les bois de feu aussi. Beaucoup continuent encore d'utiliser le bois pour la cuisson. Justement, la décision en parle aussi. Oui. Mais là, la notion qu'on a donnée, elle prête à confusion parce qu'on ne connaît pas combien de quantité de bois. Tout à fait. Parce qu'il y avait même des programmes de plantation de bois de chauffe qu'on devait exploiter. Où est-ce qu'on en est? On continue de les exploiter ou bien, oui, parce que ça, vous prenez à Semekoji, il y avait, je crois, une zone où on faisait le bois de chauffe, on a fait des lotissements, les gens sont allés couper pour aller s'installer. Et donc, comme je l'ai dit, on doit recourir à une lutte plus globale où chacun sait ce qu'il faut faire. Et puis il y a les zones humides où on va déverser des ordures pour fermer un souk-bas. C'est-à-dire on ferme et puis on construit dessus. Et tout ça, ça perturbe l'écosystème. Surtout, c'est à Cotonou qu'on le remarque le plus. Et bon, on laisse de côté tous ces mécanismes-là. Et puis on s'attaque au charbon. Et voilà, puisque justement, il y a le bois. Pourtant, on laisse passer le bois et on prend le charbon. Je ne comprends pas. Circulez, vous allez voir. À chaque poste, qu'il soit policier, douanier, on arrête les sacs. Je ne sais pas quelle est la quantité qu'il faut transporter. Est-ce que c'est de gros sacs, des petits sacs? C'est deux sacs, pas petits. Comment ça s'apprécie voilà, les exagérations qui rentrent dans la répression? C'est à la tête du client, c'est arbitraire, c'est l'agent qui... Et ça donne l'impression que ce sont les populations qui subissent. Alors que ce sont les populations qui font vivre l'État, d'une manière ou d'une autre. C'est profond, toutes ces préoccupations. Je pense que ça ne tombe pas dans des oreilles de sourds. Autre sujet qui a fait le tour de l'actualité au cours de la semaine écoulée, c'est bel et bien l'affaire Carlos Adorano avec le prononcé de la Criette qui donne 30 ans de prison à Carlos Adorano. 30 ans de prison assorti d'1 milliard de francs CFA et donc Blaise Salano écope aussi de la même sanction et les deux sont chargés de verser 7 milliards de dommages et intérêts à l'État béninois. Adrien Tchoumakou, quand le verdict de la Criette est tombé, comment l'avez-vous accueilli? Non, je pense que 30 ans de prison, pour moi, c'est trop. C'est trop, ça, il faut le dire. Vous savez, c'est vrai que je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrat. Je suis peut-être juriste. Je ne suis non plus avocat. Je ne défends personne ici. Mais je pense que quand on dit que quelqu'un est condamné à 30 ans de prison, pour moi, ce n'est pas de l'exagération, mais c'est un peu trop. C'est vrai.
30 ans de prison, ça passe aussi vite. Vous savez, quand Patrice Talon est venu au pouvoir, on disait 5 ans, les 5 ans sont vite passés. Maintenant, c'est 10 ans, les 10 ans s'égrènent à petits coups. Donc, 30 ans, ça va aussi passer. Ce qu'il faut dire, ce que moi, tel que moi j'apprécie les choses, c'est quoi? C'est que, premièrement, quand quelqu'un est fautif, il s'agit d'un détournement de deniers publics. Si l'intéressé peut rembourser, alors on sait qu'il rembourse. Bon, il fait quelques années de prison et il paie une amende en plus. C'est vrai que de façon solitaire, il a été dit que Adoweno, Carlos et Blaise Salano doivent payer solidairement 7 milliards de francs CFA. Alors, si déjà il peut payer les 7 milliards, puisqu'ils ont déjà dilapidé les 4 milliards. Donc, s'ils pouvaient payer les 7 milliards et peut-être les condamner à 5 ans ou 10 ans de prison, moi je pense que pour moi c'est déjà largement suffisant. Mais 30 ans, c'est beaucoup. Okay. Toutefois, vous savez, l'être humain étant sacré, notre Constitution a clairement défini que la peine capitale est proscrite. Donc, il n'y a plus de peine de mort. Mais on peut condamner des gens, même jusqu'à 50 ans de prison, 100 ans de prison, pourvu que vous soyez en vie pour pouvoir épuiser la petite peine. Okay. Je pense quand même que les 30 ans de prison prononcés par la Criette, ça répond aux observations, à certains articles de notre Constitution, parce que c'est sur la base de notre Constitution que la justice fonctionne. Donc, je pense que, moi, c'est mon observation, et 30 ans de prison, c'est trop, mais c'est encore peu, ça passe vite et ça passera vite. On l'espère. Arimi Choubali? Moi, je n'ai pas d'avis sur la question, c'est une décision de justice. Si les condamnés ne sont pas d'accord, j'espère, hein, parce qu'au début, les décisions d'acquis n'étaient pas sujettes de recours, mais je crois qu'il y a un temps, ils ont modifié la loi pour permettre... bon, donc s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent toujours continuer leur lutte. C'est vrai, mais pour les histoires de peine de prison, vous savez que ça n'aurait pas un problème dans une affaire de détournement. Hein, on n'a pas compris pourquoi il n'y a pas eu de célérité, ne serait-ce pour qu'on ne distrait pas les rapines du vol, qu'on puisse retrouver quand même quelques objets, quelques comptes ou encore fonctionnels pour que l'État puisse rentrer dans les fonds. Et puis je m'étonne que pour une somme aussi importante, il n'y ait que pratiquement 2 personnes, hein, dont un qui n'est même pas agent de l'État, et un seul agent de l'État. Je ne sais pas si une seule personne dans une administration peut... faire autant de dégâts. Oui, peut faire autant de dégâts, peut aller ou faire décaisser, parce que, bon, comment ça se passe? Il n'y a personne qui soit complice dans son administration, dans son... Enfin, je ne sais pas si tout a été dit dans ce procès-là. C'est tellement de questions on a longtemps entendu pour 2 ou 3 condamnations. Mais je trouve que c'est assez léger. Je m'attendais à ce que ce soit tout un réseau, hein, qui soit démantelé après. Parce qu'on a fait les enquêtes ont commencé depuis 2018. Hein, on ne peut pas avoir fait tout ça pour que ce soit seulement les 3 prévenus presque insolvables. Parce qu'on a retrouvé 200 millions par-ci, 200, alors qu'on parle de milliards. Hein, et que, bon, finalement, l'État va se contenter de ça. Je me demande si c'est depuis la prison qu'ils vont chercher à trouver 7 milliards remboursés dans les caisses de l'État. Donc, bon, enfin, je suis resté sur ma soif. Je ne dis pas que la justice n'a pas été rendue, mais je me dis, si on doit faire tout ça pour ça, il y a un gros problème. Hein, on ne peut pas me dire qu'un responsable, je crois qu'il n'est même pas le patron. Hein, il est régisseur ou quelque chose de ce genre-là, il y a encore des gens au-dessus de lui, et on peut lui permettre, lui, comme ça. Hein. Et puis je sais que, même si c'est de l'argent liquide, au trésor, là, je crois qu'il y a quand même un dispositif sécuritaire, hein, de militaires qui sont là à tout moment, qui peuvent quand même remarquer, parce que pour transporter des milliards, ça ne doit pas être une mince affaire. On a vu 1,5 milliard présenté par le procureur spécial sur son diapo. On a vu que c'était de grosses valises, qu'on a dû... Enfin, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc on peut dire qu'on a sorti autant de sous, hein, du trésor, et sans que personne ne remarque un petit mouvement pour... Oui, moi je reste sur ma faim. J'ai l'impression
hein, que ça a duré parce que bon, un scénario était en cours. Je ne le dis pas, mais c'est l'impression que cela donne et qu'on circoncis le truc à 2 ou 3 personnes, disons même à 2 personnes, parce que le troisième, bon, il a attrapé, comme on dit, les balles perdues. Tu vois, et puis, il faut que la justice puisse se rendre beaucoup plus efficace. On nous vole, d'accord, mais quand on a volé, il faudrait qu'on puisse retrouver l'objet volé. Ne serait que, bon, enfin, une partie conséquente. Et le circuit par lequel tout ça a été fait. Tout à fait. Petite réaction rapidement, parce que là, cette émission tire à sa fin. Non, il faut dire que nous devons aussi féliciter la justice parce que, qu'on veuille ou pas, ce n'est qu'en 2018 que cette affaire a commencé. Et déjà, on a le verdict. Il y a eu des affaires dans notre pays qui, depuis 20 ans, n'ont pas encore trouvé d'issue. Là, il faut qu'on passe à un autre sujet. Très rapidement, on va suivre cet élément. Talon est un homme très intelligent, et je ne dirais pas rusé, mais un homme, c'est-à-dire qui a de la tactique et de la stratégie dans ce qu'il fait. Et le besoin, c'est de redistribuer les cartes pour que ceux qui sont déçus aujourd'hui, et sont nombreux à être déçus, estimant que eux, ils ont mouillé les maillots, mais ils n'ont jamais porté le titre de ministre. Alors ceux-là méritent qu'on leur donne une position. Monsieur le Président, je n'ai pas changé d'avis. Ce n'est pas sur un plateau que je viendrai vous dire je veux une nomination. Je ne veux aucune nomination. Par contre, en 2026, si Dieu vous dit Kovi, pas une vie d'Aro, mais choisissez-moi, vous allez gagner, je vous gagne, vous prenez la victoire à 99% à KO au premier tour. Mais si vous choisissez un autre, je vais le soutenir et nous allons nous battre pour que la dynamique ne s'arrête pas, parce qu'on ne peut pas arrêter ce que vous avez de construire. Moi, j'aurais bien aimé, et je l'assume, que vous continuez, et après 2026, mais vous avez toujours dit non. Bon, si les Béninois le veulent... Est-ce que vous êtes démocrate en disant ça? C'est quoi la démocratie devant la construction d'un pays? On peut fouler la démocratie. Mais c'est quoi la démocratie? Parce que vous confondez la démocratie seulement à, on a changé tel président, on a amené tel autre. C'est pas ça la démocratie? Le modèle ghanéen ne vous plaît pas? C'est quoi le modèle ghanéen? Ce que vous avez vu là. Mais moi, j'étais en exil en 2020, je passais par le Ghana. Et il fallait poser la question à Mahama en 2020. Voilà, la préoccupation ici, hein, et c'est ça qui est important dans cet élément, c'est qu'on a vu un Bertin Korovi qui passe tout son temps à dire qu'il est d'accord pour que le président Talon continue après 2026. Que pensez-vous, Harim Choubadé, de cette réalité? Non, vous n'allez pas me demander de parler de celui-là sur un plateau. Je vous en prie. C'est déjà osé de le recevoir. Ça, c'est votre ligne éditoriale, je ne veux pas rentrer dedans. Et que moi, je viens sur un plateau pour parler de ça. Par rapport à quoi? Mais il y a de plus en moi, plus je ne peux pas parler des individus. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis journaliste. Je fais des analyses sur, comment appelle-t-on, les choses qui tombent dans le domaine public. Mais tout comme lui, il y a plusieurs. Non, il n'y a pas plusieurs. On va suivre en 30 secondes la réaction de Patrice Talon avant de revenir à Adrien Tchomakou. Il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc, depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle République, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution,
il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. Alors, quand on finit d'entendre ça, est-ce qu'il y a de raisons de douter qu'en 2026, Patrice Talon partira? C'est vous qui mettez encore dans la tête de l'opinion publique que Patrice Talon peut encore être candidat. Lui-même sait que Patrice Talon Bénin, que c'est fini déjà constitutionnellement avec le mandat qu'il est en train de vouloir achever. Vous l'avez entendu? Il dit que de sa vie là, quand tu vis, tu ne peux plus faire plus de 2 mandats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez encore entendre qu'il y a un Patrice Talon qui est candidat, donc c'est peut-être sa mort qui est candidat pour les Béninois. Voilà. Arémi Choubadi, vous avez entendu le chef de l'État? Oui, si vous prenez ces déclarations, moi je préfère prendre la version constitutionnelle qui dit que nul de son vivant ne peut. Mais vous êtes en train d'entendre quelqu'un qui dit non, qu'il a encore droit à un mandat, comme si il est né en 2019. Vous comprenez? Bon, ça c'est aussi une interprétation. Et il le dit, il continue, et puis il y croit. Ils y croient. Bon, peut-être que on a même dit, les députés n'ont pas qu'à prendre leur disposition parce que le phare aurait dit. Et ça, c'est le chef de l'État qui a organisé la séance. Mais... La séance au cours de laquelle le phare dit, enfin, les interprétations du phare qu'on a eues est sortie de ça. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est en train d'alimenter la polémique. Non, je pense que nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, c'est le respect des textes en vigueur. Et je pense quand même que le chef de l'État, Patrice Talon, respectera toujours les textes en vigueur. Donc il est dans Patrice son second et dernier mandat. Il est dans son second et dernier mandat constitutionnel, et je pense qu'il est prêt à sortir par la grande porte. Voilà, le chef de l'État, nous pensons qu'il est à l'écoute et qu'il va répondre à ceux qui sont encore dubitatifs par rapport à son éventuel comeback après ces 2 mandats constitutionnels. Lui-même l'a dit et l'a reprécisé, c'est son deuxième et dernier mandat. Les Béninois ont les yeux rivés donc sur son intervention une fois encore pour mettre un terme à cette polémique qui est en train d'être alimentée malheureusement par des cadres, par des intellectuels béninois. Mais si on s'en tient à ce qu'il a dit, c'est son second et dernier mandat. Mesdames et messieurs, ce sera tout. On n'a pas pu aborder la question relative à l'AES, on n'a pas pu aborder l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis pour un second mandat. Mais je pense que les émissions qui viennent vont l'aborder. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Merci de rester en compagnie de Speedline. Le meilleur reste à venir.